Merci d'être déjà quelques-uns assez nombreux pour cette première session du Meetup consacrée à Power BI avec mon camarade Pierre Dupont. On va vous montrer et vous démontrer en démo que Power BI n'est pas qu'un outil de visualisation, même si c'est une part importante de l'outil. On va commencer par faire les présentations. Donc Pierre, je te laisse la parole. Merci Joël. Donc, Pierre Dupont, je travaille pour DataPulse en tant que directeur technique. J'ai fait toute ma carrière dans le monde Microsoft et aujourd'hui 14-15 ans en MSBI. Voilà, aujourd'hui je me spécialise sur tout ce qui est la Power Platform. Ok. Et de mon côté, moi, Joël Crest, je suis architecte solution d'entreprise chez Exakis Neit. Je suis également MVP Data Platform Microsoft depuis c'est la 3e année. Et je m'occupe également du club utilisateur francophone de Power BI au niveau régional, donc au niveau ex-Marseille, le club Power BI, qui a été créé à Paris. Donc, on va commencer directement cette session pour vous prouver donc, que Power BI n'est pas qu'un outil de data vis. Ce qu'on va regarder, c'est d'abord tous les composants de Power BI. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de Power BI? On va faire un focus sur certaines briques très intéressantes et peu utilisées. On va montrer quels sont les cas d'usage. Et ensuite, on va, dans une dernière partie assez importante, vous montrer les passerelles qu'il y a entre Power BI et Azure et toutes les possibilités que vous avez pour récupérer des informations issues de Power BI directement avec des briques Azure relativement classiques. Donc, commençons par soulever le capot de Power BI. Lorsque que vous soyez débutant, utilisateur débutant de Power BI, utilisateur métier, ou alors que vous soyez plus expérimenté, vous aurez toujours tendance à faire toujours un petit peu la même démarche. Donc, quand on veut créer un rapport Power BI, on a un outil sur le poste de travail qui s'appelle le Power BI Desktop. On ouvre ce Power BI Desktop et on va de suite se connecter à une source de données pour créer un rapport. En gros, toutes les activités qu'on peut faire dans Power BI, c'est toutes les activités que vous voyez là, différenciées par différents codes couleurs. Donc, il y a de la préparation de données, de la modélisation de données, de la data vise, évidemment, c'est la partie la plus visible. Et puis, une fois qu'on a fait son rapport et qu'on va le publier, il y a de la sécurité, des droits d'accès, de la publication. Donc, il y a une énorme partie qui se fait sur le service Power BI. On ne va pas trop se focaliser sur cette partie-là durant cette session. Par contre, on va voir tout ce qui se fait en amont de la data vise. Et en particulier, on va faire un focus sur un point qui est assez important, qui est la partie préparation de données. Le Power BI Desktop, donc, comme je l'ai dit, c'est l'outil local pour faire ses propres rapports. C'est un outil assez complet, c'est l'outil sur lequel on passe le plus de temps parce qu'on a les 3 parties principales dans cet outil. On a la data prep à travers un éditeur, ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. On a de la modélisation de données, donc on fait des liens entre les tables, on crée des mesures, et puis on a la partie data vise. Ce qui est frustrant, c'est qu'évidemment, quand on va publier son rapport, une fois qu'on l'a fait ou qu'on a fait une première maquette, sur le service, on n'a plus de partie data prep et plus de partie data modeling. Du moins, on n'a plus les parties qu'on avait dans Power BI Desktop. Donc, si on fait un focus sur ce qui nous reste dans le service et comment on peut architecturer et organiser un petit peu la donnée dans le service, on va retrouver ce qu'on appelle des espaces de travail, donc des dossiers en quelque sorte, dans lesquels vous allez publier et déposer vos rapports. On va retrouver classiquement les rapports associés à des jeux de données. Et donc, si vous avez fait, si vous êtes débutant et que vous avez fait vos premiers rapports, vous vous rendrez compte que, en gros, lorsque vous faites un rapport, vous créez un jeu de données sous-jacent. Donc, en gros, c'est ce que j'ai représenté avec les codes couleurs. Sur le slide, vous avez un rapport bleu, vous aurez un jeu de données bleu, un rapport jaune, un jeu de données jaune, etc. Et vous allez prendre cette mauvaise habitude de dire
il y a un jeu de données, il y a un rapport correspondant. On peut aller au-delà, c'est ce qu'on va voir par la suite. Il y a un autre niveau et un autre type d'éléments qui s'appellent les tableaux de bord. Donc, c'est une combinaison, pour faire simple, pour ceux qui débutent, c'est une combinaison de certains éléments visuels de différents rapports. Vous allez piocher dans différents rapports des éléments visuels pour les épingler, comme sur un tableau de bord en liège, en quelque sorte, ou un tableau de bord Azure, si vous voyez exactement le type de tableau de bord. Et vous allez représenter ces principaux indicateurs de vos différents rapports. Donc, ce sera la première chose que vous verrez le matin en vous connectant. Et après, si vous voulez creuser les chiffres, vous cliquez sur la tuile et vous arriverez dans le rapport. Les applications, c'est l'élément qui permet de packager en quelque sorte un certain nombre de rapports et de les diffuser sous la forme d'une sorte d'application web customisable et sur laquelle vous pouvez extraire donc de cet espace de travail quelques rapports, quelques tableaux de bord dédiés à une application particulière et à un public particulier. Puis, il y a un dernier élément que vous allez trouver dans le service qui s'appelle les data flows. On va en parler un petit peu plus en détail juste après. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les data flows, ça va être une sorte de partie de préparation de données, en fait, des éléments de préparation de données, mais dans le service. Donc, c'est aujourd'hui, pour l'instant, le seul moyen de faire basculer la préparation de données dans le service. Alors, pourquoi on va faire basculer la préparation de données dans le service? Parce que si on veut sortir de cette architecture un dataset en rapport, et si on a envie de réutiliser les mêmes sources de données et de leur réappliquer les mêmes étapes de transformation de données, à un moment donné, on va se retrouver à une certaine limite. Si on a besoin de réutiliser ces étapes, on va devoir les refaire dans un autre dataset avec les mêmes sources de données. Et du coup, on va dupliquer du code en quelque sorte, puisqu'on va faire les mêmes choses plusieurs fois. Et lorsqu'on va faire une modification, il faudra la reporter sur les différents datasets. Donc, d'où l'idée, d'où l'intérêt de pouvoir factoriser en quelque sorte et regrouper des jeux de données communs dans une entreprise ou au sein d'une équipe. Ça, c'est possible avec les datasets. Vous avez la possibilité de partager les datasets, donc d'avoir un seul dataset et d'avoir plusieurs rapports raccrochés à ce dataset. Avec quand même une certaine limitation, c'est que si vous avez un nouveau rapport avec de nouveaux indicateurs, pour que ce rapport soit connecté au dataset commun, il va falloir rajouter éventuellement une source de données à ce dataset, rajouter des mesures, donc faire un dataset qui va être certes commun, mais qui va grossir, et qui va être assez plus difficile à manager, à maintenir, et plus délicat à mettre à jour, puisque quand vous serez en prod, il y aura X rapports connectés à ce dataset. Et puis, autre nécessité, c'est de se dire, si on a des éléments en commun, ça serait bien de les promouvoir et donc que les collaborateurs ou les membres d'une équipe puissent voir directement quels sont les datasets qu'on veut promouvoir. Donc, il y a pas mal d'éléments qui permettent de le faire dans Power BI. Et la première étape, c'est de passer une partie de la préparation de données dans des data flows. Donc, en gros, on va partir d'une organisation qui est assez classique en espace de travail, une organisation orientée projet. Vous avez une équipe qui a besoin d'un rapport, donc une équipe RH qui veut un rapport RH. Vous allez bâtir un espace de travail RH et vous allez créer un dataset et un rapport. Ensuite, une équipe marketing vous demande un autre rapport. Vous allez créer ce dataset marketing. Le commerce vous demande un rapport, même si vous avez des données en commun avec le rapport marketing, vous allez créer un autre dataset. Il faut arrêter de passer par ces silos-là, et en fait, il faut basculer d'une organisation orientée projet à une organisation centrée usage. Dans ce cas-là, et en rajoutant la partie data flow, donc la partie préparation de données, vous pouvez imaginer d'avoir un data flow RH, donc qui expose des éléments, ce qu'on appelle des entités, donc des tables RH,
Et puis, vous pouvez avoir un autre espace de travail orienté marketing et communication, avec un data flow CRM et un data flow vente. Ces data flows seront les sources de données, les nouvelles sources de données de vos datasets. Donc, du coup, vous pouvez les réutiliser dans différents projets. Vous n'aurez pas à refaire les étapes de préparation de données puisqu'elles seront intégrées avec les data flows, elles seront actualisées du côté des data flows. L'architecture des data flows, en gros, c'est celle-ci. On a jusqu'à présent un jeu de données qui se connecte à des sources de données en direct. Maintenant, on va pouvoir avoir des data flows qui, eux, se connectent à des sources de données qui sont actualisées dans le service Power BI et qu'on peut réutiliser dans des jeux de données. Chaque data flow est constitué d'un ensemble d'entités. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des tables, en fait. Le terme est différent, mais il faut voir ça comme des tables qui sont exposées en tant que source de données pour un jeu de données ou plusieurs jeux de données. Le data flow est actualisé de manière totalement indépendante. Et puis, on peut, les entités peuvent être soit directement issues d'une source de données, soit, mais là c'est une licence particulière, donc si on a une licence Power BI Premium, on ne va pas aller dans le détail du Premium, mais c'est une licence par capacité. Si on a cette licence-là, on peut aller plus loin avec les data flows, les combiner les entités entre elles, donc faire des computed entities, faire des fusions d'entités, ou les lier, c'est-à-dire pointer, faire des références vers des entités qui se trouvent ailleurs dans d'autres espaces de travail. Bien sûr, avoir des data flows partagés de la même manière qu'on peut avoir des datasets partagés, donc qui peuvent être hébergés dans des espaces de travail différents du rapport qui les consomme. C'est même une bonne pratique. Le créateur du rapport ou du dataset qui veut les consommer doit être membre de l'espace de travail hébergeant le data flow, ou du moins doit avoir des droits d'accès, au moins en lecture, sur ce data flow. Il y a une certaine contrainte, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire du data flow. Donc, si on veut modifier le data flow, il faut prendre le ownership pour pouvoir le modifier. Et l'actualisation des données peut être planifiée par les personnes ayant des droits sur l'espace de travail hébergeant le data flow. C'est une particularité un petit peu plus souple que sur la partie dataset, si vous connaissez un petit peu cette partie-là. La planification des datasets, elle ne peut être faite à un instant T que par une personne. Là, toutes les personnes qui ont des droits d'accès sur cette actualisation peuvent modifier l'actualisation. Il y a un point important, c'est qu'on peut, sur les data flows, avoir une notion d'approbation. Ce qui est bien, c'est que cette notion d'approbation, elle a été initialement créée pour les datasets. Elle a été ensuite étendue au data flow. Actuellement, depuis peu, depuis quelques semaines, elle est étendue également au rapport et au tableau de bord. Donc, n'importe quel créateur de rapport peut promouvoir ou certifier son rapport. En ce qui concerne les data flows, la promotion ou la certification, ça consiste pour le créateur du data flow à mettre ce petit tampon bleu qu'on voit à gauche et dire, en gros, dans la liste des data flows auxquels j'ai accès, il y en a certains qui sont promus, donc qui sont considérés comme intéressants et pouvant intéresser tous les collaborateurs. La certification, c'est juste une étiquette supplémentaire, la petite étiquette verte, mais c'est une étiquette qui, elle, ne peut être donnée que par des administrateurs Power BI, enfin des personnes qui ont des droits étendus sur le service Power BI. Donc c'est un niveau au-dessus de la simple promotion du data flow. Je vais vous faire une petite démo rapidement. Hop. Une démo d'une opération qui pose problème, pas qui pose problème, mais qui pose pas mal de questions généralement quand on veut se mettre au data flow. On a généralement un rapport tel que celui-ci, donc ça c'est un rapport relativement classique, basé ici, si je regarde le paramètre de la source de données, il est basé sur un fluo data, donc c'est une base exemple de Microsoft, c'est la base Northwind. Donc on peut avoir un dataset comme ça et se dire, moi ce que j'aimerais c'est que
tous ces éléments-là, je vais les réutiliser. C'est une base de démo, je vais la réutiliser plusieurs fois. J'ai besoin qu'elle soit dans le cloud et qu'elle soit transformée en Dataflow. Comment je vais faire pour changer, en fait, si je vais dans l'éditeur Power Query, pour prendre toutes les requêtes que j'ai générées, donc il y en a ici, il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même 8 requêtes, et comment je vais les basculer sur un Dataflow. En fait, on se fait toute une montagne, mais en fait, de la chose, mais c'est assez simple. Donc je vais vous montrer, hop, je vais rebasculer sur sur mon environnement. Donc là, j'ai un environnement. Alors, il se trouve que c'est un environnement premium, mais ne faites pas attention à ça. La démo que je vais vous montrer peut être faite sans avoir besoin de premium. Donc du coup, je vais créer un nouveau Dataflow. On me demande de définir de nouvelles entités, donc c'est là que je vais créer ma première requête, ma première entité. Donc en effet, j'ai accès aux différentes sources de données. Là, dans ce cas précis, je n'ai pas besoin d'accéder à une source de données puisque je vais les créer from scratch à partir de mon Power BI Desktop. Donc je vais tricher un peu. Il y a une petite tricherie qui est peu connue. C'est que je vais dire que je crée une requête vide. Je clique sur suivant. Donc du coup, je vais accéder à l'éditeur Power Query qui n'est pas accessible tout seul. Et comme ma requête ne servait juste qu'à accéder à cet éditeur, je la supprime. Et donc là, je suis dans l'éditeur Power Query. Je vais revenir sur mon Power BI Desktop et je vais prendre tout simplement mes paramètres et mes requêtes et faire un copier, un CTRL-C, tout simple. Je me mets de l'autre côté et ici, je fais un CTRL-V. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu brutal, mais Power BI a fait un copier-coller de toutes les métadonnées et de toutes les requêtes. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans l'éditeur avancé pour faire des copier-coller. Par contre, il me met un certain nombre de warnings, et ça, c'est tout à fait normal. Si je vais dans ma catégorie, par exemple, il va me dire que je n'ai pas configuré, je n'ai pas terminé la configuration de la connexion à ma source de données. Donc je clique là-dessus. Alors, il se trouve que là, j'ai une source de données au data qui est un type d'authentification anonyme, mais par défaut, je ne lui ai pas dit que c'était anonyme. Là, je lui indique, hop, choc, et il faut lui laisser un petit peu le temps de rafraîchir les données. Il va, vous voyez, disparaître petit à petit les warnings, ce qui prouve bien qu'il arrive à retrouver les données, et il arrive à retrouver les données. Donc là, en fait, j'ai déjà créé à partir de rien du tout. Donc j'enregistre pour valider les requêtes. C'est toujours un petit peu long, je vais meubler pendant ce temps. J'ai créé à partir des requêtes que j'avais dans mon Power BI Desktop, j'ai créé un Dataflow from scratch en faisant un simple copier-coller. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est que je vais vouloir remplacer maintenant mes requêtes que j'ai dans mon Power BI Desktop par les requêtes issues du Dataflow. Donc je vais appeler sur DevOps. Là. Je vais devoir l'actualiser une première fois, mais ça va durer quelques secondes, donc je lui laisse le temps d'actualiser l'élément. Juste rapidement, c'est là pour vous montrer, en effet, c'est bien, vous pouvez faire une actualisation planifiée comme pour un dataset. Et là, il y a une actualisation qui est en cours. Voilà, il vient de terminer l'actualisation. Et donc, je repars rapidement dans mon rapport. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement supprimer les colonnes. Je supprime tout. Donc, effectivement, si je supprime tout, ce qui va se passer, c'est que mon beau rapport, il va être en croix. Il n'y aura effectivement plus rien. Comment je vais pouvoir me connecter au Dataflow et réparer tout ça? C'est simple. Je vais obtenir les données. Je vais dans Dataflow Power BI. Alors, je me suis déjà authentifié. Donc là, il se connecte. Hop. Toc. Normalement, il est bon sur le bon tenante. J'espère. Voilà.
Et donc, j'ai mon Meetup Azure DevOps. Alors, vous voyez par exemple que moi, j'ai 2 exemples que je réutilise régulièrement dans les démos et qui sont certifiés. C'est comme ça qu'on voit les data flows certifiés, justement. Et donc là, je vais dérouler, j'ai 8 entités, j'ai besoin de ces 8 entités. Je les charge. Je n'ai pas besoin de transformer les données, mais je pourrais continuer à faire de la préparation de données dans le desktop. Là, je fais juste charger. Ouais, lui, c'est juste le temps de charger. Pendant qu'il travaille, je regarde le timing. Et c'est bon. Hop là. Donc, il se connecte, il crée les requêtes, etc., etc. Il va mettre quelques secondes à trouver. Voilà. Voilà, il commence à charger les lignes. On va le laisser terminer pour voir le résultat. Donc, on va le laisser rafraîchir l'écran et je me retrouve avec mon rapport totalement opérationnel, donc totalement fonctionnel, sans aucun problème. Sauf que, petite particularité, si je regarde la source de données, cette fois-ci, uniquement sur une source qui est mon Dataflow Power BI. Donc, vous voyez que la manipulation pour, si vous avez déjà des rapports et que vous voulez extraire une partie qui est très lourde et l'extraire en Dataflow, c'est assez facile à faire et ça se fait en quelques minutes. Après, ça dépend évidemment du nombre de tables que vous avez, mais c'est quand même assez facile. Hop. Nous en étions là. Avant de passer la main à Pierre, je vais terminer par la présentation des cas d'usage des Dataflow, parce qu'on peut se demander, OK, la base Northwind en exemple, c'est bien, mais c'est une toute petite base de démo. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre cas d'usage? Le premier cas d'usage, c'est si vous voulez séparer des sources de données, pour différentes raisons. Soit parce qu'il y a une grosse volumétrie à charger et que vous ne voulez pas que charger tout d'un coup, parce que du coup, si toute la volumétrie est dans un dataset, l'actualisation du dataset se fait sur tout le volume. Même chose si vous avez plusieurs connexions à une même source de données, type site SharePoint, ça peut être une source de problème, ça peut être une source d'erreur. Donc c'est bien de séparer un petit peu tout ça. Et puis si vous avez des sources et des informations qui doivent être actualisées à des fréquences différentes, si vous avez des données objectifs ou budgétaires qui sont revus tous les 3 mois, ce n'est pas la peine de les actualiser tous les jours. Si à côté de ça, vous avez des données journalières et puis d'autres données hebdo, si vous mettez tout ça dans un dataset, vous êtes obligé d'actualiser tout ça tous les jours, c'est-à-dire au pas d'actualisation plus fin. Si vous avez des dataflows, vous pouvez avoir un dataflow hebdomadaire, un dataflow trimestriel et un dataflow quotidien. Donc du coup, c'est la méthode divisée pour mieux régner. Au lieu d'avoir un seul dataset qui s'actualise avec plein de sources de données et plein de requêtes, vous allez vous séparez ça en plusieurs dataflows, éventuellement thématiques, alors selon la source de données ou selon la fréquence d'actualisation, et vous allez donc planifier 4 actualisations, pas forcément en parallèle d'ailleurs, et donc vous allez pouvoir répartir ces actualisations au fil du temps. Second cas d'usage typique, il y en a plusieurs, hein, je vous en montre 3, mais il y en a beaucoup plus, c'est la réutilisation d'une même table dans plusieurs rapports. Bien entendu, si vous centralisez toute la préparation de données à un seul endroit, du coup, vous pouvez réutiliser les mêmes tables et vous avez une seule source de vérité, en fait, pour vos données d'entreprise. Donc, il n'y a plus de redondance de code. Si vous modifiez quelque chose dans la préparation de données, c'est modifié pour tous les rapports. Et puis, ça facilite l'accès à la donnée pour les créateurs de datasets et de rapports. Donc, le principe est simple, la donnée est disponible. Chaque créateur de rapport se connecte dessus et crée son dataset à partir de cette table, en fait, cette entité. Dernière possibilité qui peut être intéressante dans des sociétés d'une certaine taille, c'est la répartition des rôles entre équipes.
jusque si vous occultez la partie bleue, donc la partie data flow, vous avez potentiellement dans votre entreprise des responsables de la donnée, des data owners. Vous avez des dataset owners et des créateurs de rapports, c'est souvent confondu, hein, c'est souvent les créateurs de rapports qui gèrent les datasets, mais pourquoi pas, vous avez la possibilité aussi de les séparer. Mais du coup, le créateur de rapport, donc qui crée le dataset, va avoir besoin d'un certain nombre de droits d'accès aux sources de données, donc d'avoir quand même des échanges avec le data owner et d'avoir potentiellement des problèmes d'accès aux données. Si vous rajoutez la couche data flow, du coup, vous rajoutez une notion de data flow owner, donc de responsable des data flows, qui, eux, vont gérer la connexion aux sources de données et la sécurité, en quelque sorte, qui va en découler et qui vont exposer à une certaine population de créateurs de rapports ou de dataset owners uniquement les données dont ils ont besoin. Donc, il n'y a plus de problème de connexion. On est dans l'écosystème Power BI, dans le monde Office 365, et les droits sont gérés sur les espaces de travail ou directement sur les data flows. Voilà pour cette partie-là. Donc, je laisse la main à Pierre. Pierre, tu peux prendre la main. Je vais voir si je peux te... j'ai toujours des difficultés pour rendre la main. Donc, je pense que le mieux, c'est que tu prennes la main directement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, merci Joël pour cette présentation des data flows. Donc, moi, ce que je me propose, c'est de vous emmener un petit peu plus loin, toujours sur les data flows. Mais aujourd'hui, les data flows que vous a présentés Joël sont enfermés dans l'écosystème Power BI et les données ne sont pas accessibles directement. Microsoft vous propose maintenant d'étendre cela et ça permet d'ouvrir pas mal de portes et pas mal de choses intéressantes. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vous pouvez utiliser votre propre data lake. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, dans le schéma de Joël, vous voyez que c'était un Azure Data Lake Storage Gen 2 qui était utilisé. Donc, brancher votre Power BI sur votre propre data lake, ça a l'intérêt déjà vous pouvez voir vos données, ça vous rajoute des coûts de stockage, c'est-à-dire que quand vous êtes dans Power BI Service, c'est inclus dans votre abonnement, les coûts de stockage de vos données. Quand vous êtes dans votre data lake Azure, vous le payez séparément, en plus. Alors, vous allez me dire pourquoi faire cela, parce que ça peut être gratuit par ailleurs. Alors, la raison, elle est assez intéressante. Donc aujourd'hui, on a ce schéma-là et on peut étendre la vision en disant on étend le data lake et sur cette vision-là, on va ajouter un modèle qui est en fait le Modern Data Warehouse, qui est une architecture proposée par Microsoft, et on va réconcilier la BI self-service avec la BI d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Power BI, c'est vraiment de la BI self-service, les gens font les choses eux-mêmes, mais les DSI ne sont pas forcément d'accord et veulent prendre la main dessus. Au travers du Data Lake, vous avez Power BI qui va discuter avec le Data Lake et dans des dossiers au format CDM. On va en reparler après de qu'est-ce que le CDM. Mais vous avez aussi Azure Data Factory qui est la partie plus ETL d'Azure qui peut discuter directement dans le Data Lake au même format et donc alimenter en données votre Power BI au travers du Data Lake. Azure Databricks, qui est du Spark optimisé pour le cloud, permet de se connecter directement aussi à ce data lake. Les services cognitifs d'Azure aussi, et aussi Synapse Analytics, qui est du SQL Server massivement parallèle. Donc, toutes les couches de compute peuvent utiliser le même stockage et vous séparez comme ça les coûts de stockage d'un côté et les coûts de compute de l'autre. Et donc vous partagez le même stockage avec différentes couches de compute, ce qui vous permet donc d'avoir vos données qui sont qui peuvent être préparées, transférées à différentes étapes et ensuite consommées par Power BI ou par des tiers.
Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne grâce au CDM. Le CDM, c'est le Common Data Model. Donc, c'est un système, le Common Data Model, c'est un système de définition de métadonnées. Il permet de définir en fait vos propres entités et de les partager avec d'autres, tout autre consommateur de données qui serait compatible avec le CDM. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, les grandes briques data d'Azure, Databricks, Synapse, Data Factory et même donc Power BI sont compatibles CDM. C'est un projet open source et vous trouvez tout sur GitHub. Microsoft a tout mis à disposition. Et donc, ça permet de partager vos données entre différents consommateurs de ressources et fournisseurs de données. Donc, consommateurs de données, fournisseurs de données. Donc, dans le Common Data Model, vous avez aussi de fourni par Microsoft un grand nombre d'entités prédéfinies pour, c'est ce qu'ils appellent les accélérateurs d'industrie, pour pouvoir que leurs différentes applications parlent le même langage. Donc, Microsoft, aujourd'hui, dans toutes leurs applications, ils utilisent le Common Data Model normalement, que ce soit dans Dynamics, dans Outlook, par exemple, un contact dans Outlook est un contact du Common Data Model. Donc là, on voit ici qu'il y a les contacts. Et le contact dans Dynamics va être aussi un contact. Donc en fait, ils vont parler le même langage. Au-delà de ça, ils ont aussi fait une initiative avec SAP et Adobe pour faire adopter le Common Data Model à d'autres grands noms de l'industrie pour que les différentes applications des différents éditeurs parlent le même langage. Donc comment ça marche ? Le CDM, en fait, c'est tout simplement, vous avez dans les data lakes des dossiers typés CDM qui vont contenir des fichiers JSON, donc modèle.json, et des fichiers CSV. Ensuite, vous pouvez organiser vos arborescences en fonction de vos besoins, conformément à la sécurité. Donc, l'avantage du data lake, c'est qu'il a une organisation hiérarchique pour mettre vos dossiers et il gère la sécurité au niveau fin. C'est-à-dire que vous pouvez mettre de la sécurité sur des dossiers ou sur un fichier. C'est une sécurité compatible POSIX. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment connecter Power BI à notre data lake Azure. Donc, là, j'ai un espace de travail Power BI qui est vide. Ici, dans les paramètres, vous voyez, j'ai connexion Azure et j'ai stockage dans lequel je peux me connecter à un data lake Azure Data Lake Gen 2. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de savoir dans quel data center vous êtes. Parce que si jamais vous créez votre data lake dans un autre data center que celui où se trouve Power BI, vous allez avoir des frais de bande passante. Excusez-moi, il y a un micro qui est activé. Donc, pour trouver votre data center, c'est tout simplement dans le point d'interrogation à propos de Power BI. Et ici, vous voyez dans quel data center vous êtes. Donc, une fois que je sais dans quel data center je suis, je vais aller dans Azure. Je vais créer un data lake. Alors, pour créer un data lake, ça paraît toujours un petit peu redondant, un nom un petit peu compliqué pour des choses en général simples. Et c'est le cas. Donc, le data lake, en fait, c'est un compte de stockage. Donc, je vais créer mon compte de stockage. Hop, je vais faire coller. Normalement, le nom est disponible. Donc, pour créer un data lake, vous créez un compte de stockage et le truc, alors, il faut le faire à la création parce que vous ne pouvez pas le faire après, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur un compte de stockage existant. Dans Paramètres avancés, ici, vous avez Data Lake Storage Gen 2. Vous faites activer sur l'espace non hiérarchique et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous faites vérifier et créer et je vais créer mon compte de stockage. Donc, on va attendre que le compte se crée. Hop.
En attendant, je vais vous montrer le résultat sur un autre compte que j'ai créé avant. Donc ici, je suis dans un compte de stockage classique et ici, vous voyez, vous avez Data Lake Storage au lieu des conteneurs de blob classiques. Donc dans les conteneurs, là aujourd'hui, je n'ai rien. Hop. Accéder à la ressource. Donc ça, c'est celui que je viens de créer. Donc je vais retourner dans Power BI maintenant et je vais connecter mon espace de travail à mon data lake. Donc en fait, c'est par espace de travail qu'on se connecte au data lake. Donc je vais retourner juste pour vous montrer que je n'ai rien dans mon conteneur, c'est bien celui que je viens de créer. Donc au niveau de mes paramètres, je vais dans Connexion Azure, Stockage, Connecter à Azure. Et là, directement, il me propose mes abonnements et mon data lake que je viens de créer. J'enregistre. On va attendre qu'il est terminé. Donc vous pouvez toujours vous déconnecter après une fois que c'est fait. Donc si je retourne ici dans mon data lake que j'actualise, on va voir qu'il y a deux dossiers, enfin deux conteneurs qui ont été créés, qui sont pour le moment vides, qui sont donc utilisés par Power BI, tout leur nom. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un data flow, exactement comme vous a montré tout à l'heure Joël. Donc je vais créer un nouveau data flow. Là, cette fois, je vais partir directement d'une requête au data. Hop. C'est Northwind aussi. On l'aime bien en démo. Hop. Donc, je vais juste prendre 3 tables. J'ai pas besoin de plus. Donc, je fais juste enregistrer et fermer. Hein. J'ai pas de. Là, l'intérêt, c'est de vous montrer comment se comporte maintenant le data flow quand je vais le rafraîchir. Alors ça, j'ai déjà eu le problème en démo, donc je vais mettre sur un autre espace de travail avec l'autre stockage que j'ai déjà connecté dessus et je vais refaire la même opération. Il semble qu'il y a un certain délai, quand j'ai fait la démo à Joël, j'ai eu le même problème et il y a un certain délai entre le moment où on met le stockage et le moment où on peut l'utiliser. Hop, donc retransformer les données, enregistrer. Hop. On va essayer une dernière fois. Retente une dernière fois, puis sinon, Ouais, sur les slides. mais on va partir sur les slides. On retente. Dans le chat, le timekeeper me dit qu'il reste 10 minutes. D'accord. Enfin, un petit peu moins. Moins de 10 minutes. Ouais, je t'ai dit ça il y a 5 minutes. Donc, du coup. Il y a 3 minutes. Non, allez, c'est bon, Okay. allez, vous pouvez. On vous accorde. On tente. 7 à 8 minutes.
On va passer Donc, sur les slides, alors, peut-être. ouais, je vais passer sur les slides. Alors, le truc en fait que je voulais vous montrer ensuite, c'est que dans le data lake, vous avez vos fichiers qui arrivent au format où je vous les ai montrés. Donc, attends. Hop, on va repartir. Hop, ça. Démasquer les slides. Non, mais je suis en train de regarder lesquels je montre. D'accord. Hop. Donc en fait, une fois que vous avez votre data lake et que vous l'avez traité, vous avez des dossiers comme ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, donc vous avez un dossier par entité, avec dedans il y aura les CSV, il y a le modèle.json. Et au niveau de, si vous utilisez Azure, Azure Explorer, Storage Explorer, vous pouvez modifier les autorisations d'accès au niveau dossier ou au niveau plus haut en fonction de ce que des autorisations que vous voulez faire. Donc vous pouvez très bien dire j'ai mon Power BI qui accède en lecture-écriture pour écrire mon data flow. Je vais avoir mes data scientists qui vont accéder en lecture à certains dossiers. Et donc vous partagez vos données entre différents outils qui permettent de fournir du compute. Un autre élément important, alors je vais modifier l'entité. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est modifier l'entité. Ah, voilà, il veut bien s'enregistrer. Donc je vais lancer l'actualisation et je vais modifier l'entité, je vous remontrerai après. Donc c'est bien par rapport à ce que je vous disais au niveau du connexion anonyme. Il est capricieux. Donc, par rapport au CDM, tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de dire que vous pouvez mapper ici vos données sur une entité CDM. Et à partir de là, ça va être stocké au niveau du data lake en étant mappé sur une entité CDM. Donc aujourd'hui, il y a des entités CDM qui existent. Il y en a toute une série fournie par Microsoft et vous choisissez vos entités CDM par rapport à vos besoins et vous mappez sur des entités donc normalisées et qui ont vocation à être partagées par l'industrie. Alors, je vais aller voir si dans le data lake. Voilà, donc dans le data lake, on a le nom du data flow qui apparaît en tant que dossier. Et ensuite, voilà, il a créé automatiquement. Là, il est en train de le rafraîchir. Donc, il y a le CSV qui se met ici à la racine et il se charge au fur et à mesure. Et comme je vous disais, donc hop, donc ici, hop. Donc ici, vous avez le fichier JSON. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Hop. On reformate. Donc en fait, c'est bien vos métadonnées dans le JSON que vous retrouvez pour chaque entité. Donc voilà. Donc vous avez l'idée, c'est d'avoir donc d'un côté, le compute est séparé du stockage, avec dans le stockage, vous avez vos métadonnées qui sont incluses. C'est le gros intérêt de pouvoir brancher sur un data lake Azure Gen 2. Je pense que je vais m'arrêter là pour la démonstration.
Je sais pas s'il y a des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein, alors que ce soit des questions, des remarques, peut-être des précisions. Peut-être que vous avez des choses à rajouter sur le sujet. Donc voilà, je vous ai aussi, Joël, Pierre, c'est bon pour vous? Vous avez fini ce que vous aviez, les slides et les démos? Ok, donc voilà, donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Ouais, pour ma part, on va arrêter la vidéo ici, puis on va se retrouver dans une autre vidéo. Ok? Ok. Ok. Merci, messieurs.